Salut Hugo, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à la française. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de notre série En route vers le Tour de France, dans laquelle on va se pencher sur l'histoire des 22 équipes engagées pour ensuite arriver sur leur saison 2024 et décortiquer et analyser leurs gros objectifs de la saison, le Tour de France. Pour cet épisode, on va parler de l'équipe dont le manager est un ancien équipier de Lance Armstrong, et oui, c'est Jonathan Wouters, l'AIF Education First. Reconnue comme l'une des équipes les plus actives dans la lutte contre le dopage aujourd'hui, découvrons ensemble la riche histoire de la formation américaine et ses ambitions pour le prochain Tour de France. Comme dit dans l'introduction, Jonathan Wouters est le manager emblématique de cette équipe depuis le début. Quand il était dans sa dernière année professionnelle en 2003, il a créé une équipe junior et espoir de développement. Celle-ci, sponsorisée par le magazine 5280 de Denver et Subaru, comptait 9 coureurs et finira sa première saison avec une vingtaine de victoires. En 2004, il reçut le soutien financier de l'instance TIAA-CREF, une entreprise privée qui fournit des prestations d'assurance mais également de placement de fonds en lieu et place de Subaru. Des jeunes coureurs comme Peter Stetina et Blake Caldwell composeront les rangs de cette équipe dès ses débuts. C'est une équipe qui commence dans le circuit local américain pendant 2 saisons, puis qui va recevoir la licence UCI Continental Team jusqu'en 2006. Elle compte dans ses rangs des coureurs professionnels comme amateurs. Le but de cette équipe est de former de jeunes coureurs issus des États-Unis, en surfant sur la hype générée à l'époque par les résultats du tristement célèbre Lance Armstrong. L'équipe, grâce à sa licence continentale acquise en 2005, prend part à certaines épreuves du sol européen. Elle est ensuite rachetée par Doug Ellis via sa société de management sportif Slipstream Sports et le budget sera doublé et verra de belles promesses du cyclisme américain comme Danny Pate, le champion du monde chrono des moins de 23 ans, rejoindre les rangs de la formation. En 2007 donc, l'équipe se renomme Team Slipstream. L'équipe reste composée majoritairement de coureurs américains, très jeunes en plus, comme Timothy Ducan ou Alex House. Un jeune Irlandais au beau potentiel la rejoindra également durant cet été comme stagiaire, puisqu'il s'agira de Dan Martin. Il remportera une étape du Tour de la Vallée d'Aoste et l'équipe décrochera 6 succès cette année-là. Elle participera également au Tour de Catalogne et au Grand Prix de Plouay pour la première fois en 2007. En 2008, elle reçoit des invitations pour des courses prestigieuses, dont Milan-San Remo, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège, ainsi que le Giro et le Tour de France. Plusieurs coureurs de renom rejoignent l'équipe, comme Julian Dean, David Millar, Ryder Hesjedal ou encore Christian Van de Velde. Des jeunes promesses comme Tyler Farrar, Chris Hutton font également partie de l'effectif. Malgré ses 14 victoires, l'équipe s'illustrera sur le Tour d'Italie, où elle remporte le contre-la-montre par équipe d'ouverture et où elle aura le maillot de leader. De plus, Christian Van de Velde réalisera un excellent Tour de France puisqu'il l'achèvera à la 4e place du général. D'ailleurs, le sponsor Chipotle, une chaîne de restaurants mexicains, finance l'équipe. Garmin sponsorisera également l'équipe à l'occasion du Tour de France, ce qui donnera Team Slipstream by Chipotle puis Garmin Chipotle. On peut noter également une très belle 4e place accrochée sur Paris-Roubaix cette année-là. De ce fait, l'équipe pourra compter sur un beau recrutement avec notamment Bradley Wiggins. Se nommant de nouveau Garmin Slipstream en 2009, l'équipe franchit un énorme palier en obtenant d'abord sa licence UCI World Team cette année-là. Ensuite, elle passe en tout à 29 victoires avec l'éclosion notamment de son coureur Tyler Farrar, vainqueur de la classique d'Hambourg et d'une étape de la Vuelta. Bradley Wiggins, double champion olympique sur piste et décidé à se concentrer sur la route cette année-là, fera un excellent Tour de France achevé également à la 4e place, quand son coéquipier Christian Van de Velde finira lui 8e. Dan Martin s'illustrera également, finissant 2e du Tour de Catalogne. En 2010, l'équipe change, une nouvelle fois, de sponsor et se nommera Garmin Transitions. Bien qu'elle ait dû faire face au départ de Bradley Wiggins pour la Sky, dont on a déjà parlé précédemment, elle fera tout de même un très bon recrutement avec les arrivées de Johan Van Sumeren, Frédéric Kessiakoff ou encore Robert Hunter. Tyler Farrar fera le back-to-back à Hambourg en remportant également 2 étapes sur le Giro et 2 étapes sur la Volta. Ryder Hesjedal s'illustrera sur le classement général des grands tours avec une belle 5e place, ramenée à Paris, quand Tom Danielson lui finira 8e de la Volta. En 2011, nouveau naming également, puisque l'équipe signe un partenariat avec Cervelo, dont l'équipe Cervelo Test Team vient de s'arrêter, et récupérera par la même occasion Cervelo comme fournisseur de vélos ainsi qu'une partie des coureurs de l'équipe. Ainsi, le champion du monde Thor Hushovd viendra, suivi de Gabriel Rasch et Heinrich Hausler notamment. Cette année-là, Van Sumeren remportera Paris-Roubaix, David Miller portera le maillot rose sur le Giro et remportera la dernière étape. Thor Hushovd, lui, portera le maillot jaune et fera un Tour de France de fou. Je me rappelle encore aujourd'hui de l'étape où il se joue la gagne avec Jérémy Roy et David Moncoutier. Il était vraiment très très fort cette année-là.
Je me rappelle également de la victoire de Tyler Farrar qui avait célébré en hommage à Wouter Boyland, tragiquement décédé au Giro cette année-là, avec une forme W avec ses mains. Tom Danielson, lui, fera un top 10 sur le classement général du Tour de France. C'est donc une excellente année pour l'équipe. En 2012, l'équipe rechangera de nom. Elle se nommera d'abord Garmin Barracuda, puis Garmin Sharp, enfin un nom qui reste, et ce pour les 3 prochaines saisons. On assistera à l'éclosion d'Andrew Talansky, deuxième sur le Tour de Romandie, et l'apogée de Ryder Hesjedal qui remportera le Giro cette année-là. À noter également que Seb Van Mark battra Tom Boonen sur l'Omloop, lui qui fera ensuite un quadruplé historique sur la classique flandrienne. En 2013, c'est Dan Martin qui explosera en gagnant Liège-Bastogne-Liège, une étape du Tour, quand Talansky finira deuxième de Paris-Nice et dixième du Tour. Ce sera cependant le début de la fin pour Tyler Farrar qui ne retrouvera plus son meilleur niveau. En 2014, rebelote, puisque Dan Martin remportera le Lombardais et finira septième du Tour. Andrew Talansky confirmera son talent en gagnant enfin le Dauphiné. Ryder Hesjedal finira 9ème du Giro et gagnera une étape de la Volta. En 2015, l'équipe fusionne avec la Cannondale, donnant naissance à la Cannondale Garmin. 27 coureurs composent cette équipe, dont un certain Matej Mohoric, comme néo-pro cette année-là. Côté résultat, il y aura nettement moins de victoires avec seulement 11 succès. Davide Formolo remportera une étape du Giro, dans lequel Ryder Hesjedal finira 5ème, et Andrew Talansky décrochera une 11ème place au classement général du Tour. Cependant, l'équipe effectua un gros recrutement avec les arrivées notamment de Pierre Roland et Rigoberto Urán pour les classements généraux pour compenser les départs de Dan Martin et Ryder Hesjedal. En 2016, l'équipe devient la Cannondale Drapac et les résultats sont toujours aussi compliqués avec seulement 10 victoires mais aucune en World Tour. Urán finira bien 7ème du Giro mais Pierre Roland ne finira qu'à une 6ème place du Tour de France. Heureusement, le jeune Alberto Bettiol pointera le bout de son nez en faisant troisième du classement général du Tour de Pologne et deuxième du Grand Prix de Plouay. En 2017, bien que Pierre Roland gagne une étape sur le Giro et Urán sur le Tour, en plus de finir deuxième au classement général final, l'équipe passera un été très compliqué. En effet, à la recherche d'un nouveau sponsor, l'équipe s'associera d'abord à Oath, une société de médias numériques américaine, pour les saisons suivantes. Malheureusement, un autre sponsor se retire spontanément, retirant 7 millions d'euros et laissant l'équipe en grand danger. Par chance, un accord sera rapidement conclu avec IF pour reprendre le sponsoring et garder les coureurs dont les contrats avaient été prolongés sur le long terme. En 2018, c'est de nouveau une saison compliquée en termes de victoires, avec seulement 6 succès. Michael Woods commencera à montrer l'étendue de son talent avec une victoire sur la Vuelta notamment et une deuxième place à Liège. Quelques coureurs vont commencer à éclore, comme notamment Daniel Felipe Martinez, mais c'est à peu près tout. En 2019, l'équipe remporte le Ronde avec Bettiol et le Grand Prix de Plouay avec Van Mark. Van Garderen fera deuxième du Dauphiné quand Uran finira le Tour à la septième place et Hugh Cartier le Giro à la 11e. L'AIF remportera plus de victoires cette année-là, 17. En 2020, malgré la pandémie, Daniel Felipe Martinez s'illustrera notamment sur le Dauphiné qu'il remportera au nez à la barbe de l'idole Thibaut Pinot, sur une dernière étape complètement chaotique. Il remportera également une étape du Tour et l'équipe gagnera cette année-là également une étape sur le Giro et sur la Vuelta, ramenant notamment le maillot à Touro par l'intermédiaire de Ruben Guerrero. Hugh Carty de son côté ira lui chercher un beau podium sur cette Vuelta en 2020. On pourra également voir la renaissance de Magnus Cort qui remportera une étape du Giro puis 3 en 2021. En 2021 d'ailleurs, l'équipe voit Nelson Powles performer au plus haut niveau après sa victoire, avec sa victoire notamment à San Sebastian. Bettiol remportera de nouveau une étape du Giro. 2022, c'est de nouveau une année compliquée avec seulement 9 victoires, dont une étape du Tour et de la Vuelta, quelques résultats en classement général. En 2023, l'année sera bien meilleure avec l'éclosion notamment d'un Ben Illy qui était incroyable sur les classiques ardennaises, qui va d'ailleurs chercher son étape sur le Giro. Magnus Cort, il ira également chercher une victoire au Giro, ce qui lui permettra de compléter la panoplie de victoires sur les 3 grands tours. Marine Vandenberg pointera le bout de son nez et Nelson Powles continuera de performer. Le point noir restera la saison très décevante de Richard Carapaz, recrue phare de l'intersaison, qui ne sera pas épargné par les blessures et les chutes. Nous voilà en 2024 et l'équipe fait une belle saison. Marine Vandenberg gagne de plus en plus, Alberto Bettiol également, et Richard Carapaz semble enfin débarrassé de ses problèmes physiques. Georg Steinhauser, lui, vient de faire un excellent Giro sur lequel il s'est illustré et a remporté également une étape. C'est sur cette note positive que l'équipe aborde le Tour de France. Pour ce tour, l'équipe alignera, selon Pro Cycling Stats, Richard Carapaz, Alberto Bettiol, Benilli, Marine Vandenberg et Nelson Powles. L'objectif il sera double, puisqu'après son Tour de France 2023 qui a tourné court suite à sa chute, Richard Carapaz il va revenir revanchard et il tentera de se glisser dans le top 5 du général final.
C'est un coureur, d'exception, Richard Carapace, c'est un coureur très, très fort qui a beaucoup d'expérience également, avec notamment, sa victoire sur le Giro en 2019 ou, plusieurs podiums, à son actif sur les classements généraux de grand tour et de course par étapes pour le Tour. Donc de ce point de vue-là, de l'objectif classement général, je serais pas du tout étonné que, Richard, Carapace soit en mesure, de le faire et je pense même que, à cause des différentes blessures, qu'il a subies l'an passé et contre-coups physiques, il est sous-coté par beaucoup, dont par moi d'ailleurs, je l'avoue, voilà. Mais ça reste quand même un des très, très grands, prétendants, au top 5, sur, le classement général du Grand Tour cette année. En plus, il pourra, compter, sur un Nelson Powless, bien que Nelson Powless, lui, sera plus, dans l'esprit, baroudeur. C'est un excellent grimpeur, qui peut être également, un excellent lieutenant, les jours où il est pas en échappée. D'ailleurs, Nelson Powless, je serais pas étonné que enfin cette année, il réussisse à remporter le maillot à pois. Ça fait quand même, quelques années, hein, je crois que ça fait 2 ou 3 ans, surtout l'an passé, mais voilà, qui court après, qu'il essaie de l'avoir. Voilà, j'espère que cette année pour lui sera la bonne et qu'il pourra aller chercher ce maillot à pois en plus, d'une victoire d'étape. Voilà, c'est un excellent rouleur, un excellent grimpeur, très complet, donc il fera beaucoup de bien à cette équipe. Sur le côté, plutôt, étape accidentée, l'équipe pourra compter sur Alberto Bettiol et Benilli. Bon, Alberto Bettiol, on l'a revu à son aise en ce début de saison avec, pas mal de victoires notamment où il avait notamment cette victoire où il avait surpris, toute l'équipe UAE en fait. Et Benilli, lui, il s'est révélé l'an passé, excellente révélation, hein, comme j'ai dit, pour les classiques, ardennaises. Bon, cette année, il est un peu plus rentré dans le rang, même s'il a fait quand même, bah, par exemple, une bonne course Strade Bianche, mais voilà, ça reste 2 profils extrêmement, polyvalents, qui sont certes, un peu moins forts que, Nelson Powless en haute montagne, mais qui sont quand même capables, de l'accompagner un certain temps, si nécessaire. Et sur les étapes, beaucoup plus accidentées, beaucoup plus compliquées, type, l'étape de Troyes par exemple, bah, ce sera, ces 2 coureurs-là seront des profils à surveiller, car ils sont capables, dans n'importe quelle, condition, n'importe quel moment, de tirer leur épingle du jeu et d'aller, chercher un succès de prestige. Enfin, pour compléter, on aura Marijn van den Berg. Donc le problème de Marijn van den Berg, même s'il marche très bien en ce début de saison, c'est que, bah, comme pour tous les sprinteurs en fait, il y a Jasper Philipsen. Maintenant, admettons que voilà, Philipsen ne soit pas là pour un sprint. Van den Berg, c'est pas, le plus fort, quand c'est tout plat, mais par contre quand c'est des sprints, lors d'une étape très accidentée, si on peut faire une hiérarchie selon moi, hein, il y a Philipsen forcément, ensuite il y a Pedersen, ensuite je pense que, Marijn van den Berg ça vaut, Biniam Girmay, version, 2021. Voilà, c'est à peu près dans ce ordre-là, donc c'est, top 3 des sprinteurs qui passent le mieux les bosses selon moi, Marijn van den Berg. Et dans ce genre, d'étape, qu'il soit arrivé groupé, il peut tirer son épingle du jeu. Pourquoi pas dans une échappée également, même si je pense que dans l'échappée, le fait d'être un gros, bah, d'être un très bon sprinter, ça risque de lui coûter justement des belles victoires en échappée, mais je pense qu'il pourra, s'incruster, sur une étape compliquée, sur un podium et pourquoi pas, si toutes les étoiles sont alignées pour lui, aller chercher, cette magnifique, victoire d'étape pour l'équipier. Il y aura, ensuite il reste 3 places et donc déjà pour ces, 3 places, j'ai déjà selon moi 2 noms évidents, à savoir, Rigoberto Urán et Stéphane Bissegger. Bah, le premier nommé, il aura certainement un rôle de capitaine de route, et également, voilà, d'expérience et cetera, que ce soit pour, Illy, Marijn van den Berg et cetera. C'est sa dernière année, donc je serais pas étonné non plus que, Jonathan Wouters lui fasse, cette fleur avec, son staff, sportif pour sa dernière année que voilà, Oran ait la possibilité de faire un dernier Tour de France et si selon la forme qu'il a, mais ça peut être également un très, très bon lieutenant, s'il est dans une bonne forme. S'il est pas dans une énorme forme, ça peut être un coup intéressant à jouer, lors des échappées. Voilà, pourquoi pas partir sur une dernière victoire d'étape pour lui et enfin, Stéphane Bissegger, lui, sera surtout utile soit pour protéger, Carapaz, dans la plaine, soit pour, aider Marijn van den Berg lors des arrivées au sprint, voilà, de le replacer, de le guider un peu avant, l'emballage final puisque Marijn van den Berg devra certainement se débrouiller tout seul, mais en tout cas essayer de l'aider à se replacer avant que ça devienne, vraiment, décisif. Sachant qu'en plus, il y a, pas mal de chronos. Alors le dernier chrono, de Monaco enfin de Nice à Monaco,
Je pense pas que ce sera, possible pour lui de le gagner. Maintenant l'autre chrono en milieu de tour qui est quand même plutôt plat, il aura ses chances dessus. Donc pourquoi pas également, surprendre son monde, sur ce chrono. Donc après ces 2 noms dits, il me reste 2 noms pour, ouais 2-3 noms pour, la dernière place. Je pense que ça se joue entre Hugh Carty, Jonas Rotsch et Rui Costa. Hugh Carty, même si je pense que lui fera exclusivement la Vuelta, l'avantage qu'il y aurait de le sélectionner, c'est que c'est un coureur qui grimpe bien et au vu de l'effectif, ça serait pas mal d'avoir un deuxième lieutenant parce que Uran, c'est plus non plus ce que c'était. On n'a pas l'assurance, qu'il soit capable, de tenir avec les 20 meilleurs, du peloton. Donc avoir uniquement Powless, ça risque d'être un peu light pour l'équipe. Donc je pense que de ce point de vue-là, Cartier aurait l'opportunité de venir, sûrement dans un rôle de co-leader, mais au fur et à mesure, la course, montrera que lui, ne sera qu'un simple lieutenant. Il me reste, Jonas Rotsch et Rui Costa. Jonas Rotsch et Rui Costa, eux, ils auraient surtout un rôle pour les échappées. Voilà, pour, tenter d'échapper, sur un coup, ça peut passer, surtout pour Rui Costa qui est quand même un peu plus complet, passe un peu mieux les bosses que Jonas Rotsch. Jonas Rotsch, lui, comme Bissegger et de par son gabarit, aura également ce rôle de, voilà, de protéger, Carapaz, Van den Berg, selon les conditions dans lesquelles il se trouve. Mais voilà, surtout de cet aspect protection en plus des barreaux. Et Rui Costa protégera également forcément, mais il aura aussi, comme Uran, une sorte de rôle aussi un peu de capitaine de route. Voilà, c'est pas du luxe que d'avoir un Rui Costa dans son équipe. Et donc concernant la victoire d'étape, au-delà de Richard Carapaz, si Richard Carapaz se rate sur son objectif du général, on sait qu'il est largement capable d'aller chercher des étapes. On l'a vu sur la Vuelta, 2022. On l'a vu également sur le Tour de France, 2021 où il était, pas dans la lutte pour le général et donc il a offert une victoire d'étape à Michal Kwiatkowski, mais il était là pour jouer, la victoire d'étape. Donc Richard Carapaz, on sait que s'il sera sur le classement général, il saura rebondir directement et c'est pour ça que je pense que IF remportera une voire plusieurs étapes. Ils ont une équipe très complète qui peut jouer sur tous les terrains et pour ça, je pense que, l'effectif a une très, très grosse chance, d'aller, gagner une étape. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous plaît, à commenter, voilà, à nous dire ce que vous voyez l'AIF faire sur ce Tour de France. N'hésitez pas à aller voir nos autres vidéos sur la série En route vers le Tour de France. Voilà, on en a sorti pas mal, donc si vous voulez découvrir un peu l'histoire de toutes les équipes, etc., c'est le moment d'y aller, d'aller voir ces vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut les gars!